Mais quand la République démocratique du Congo se fait agresser depuis des années par le mouvement M23, rien, quelques belles paroles pour tromper, pour enfumer, mais aucune sanction réelle contre le Rwanda qui soutient ce mouvement. Alors la vie d'un Congolais, chers collègues, vaut-elle moins que la vie d'un Ukrainien ? Mesdames et messieurs, c'est pour la deuxième fois que nous recevons pour vous, monsieur l'ambassadeur de la Suisse en République démocratique du Congo, monsieur Jesper Sarotte. Nous allons parler avec lui des sujets qui sont à l'ordre du jour, mais particulièrement nous allons parler d'une structure mixte qui les deux gouvernements, donc le gouvernement suisse et le gouvernement congolais, ont mis ensemble pour discuter sur différentes matières. Nous ne savons pas les contenus de cet accord, ou soit désiré de cette structure, qu'est-ce qui se sont attendus, comment est-ce que la Suisse va intervenir. Voilà ce qui nous a amené ici, rencontrer l'ambassadeur de la Suisse, comme je vous ai dit auparavant, à qui nous disons bonjour monsieur. Bonjour. Oui, vous portez très bien au Congo, parce qu'apparemment vous n'étiez pas au Congo et vous étiez en voyage, on vous a vu par-ci par-là, même en Suisse, et on vous a vu avec l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Suisse. Qu'est-ce qui... C'était ça, votre déplacement de la République démocratique du Congo en Suisse? Alors, j'étais en Suisse, j'ai aussi des vacances, comme tout le monde aussi. Il faut prendre les vacances de temps en temps. Donc, j'ai passé un peu de temps avec ma famille en Suisse, mais j'étais de passage aussi dans la capitale, à Berne, et j'ai saisi l'opportunité pour rencontrer aussi mon homologue, donc l'ambassadeur de la RDC en Suisse. On se connaît depuis sa nomination et on essaye de garder le contact et d'échanger aussi directement avec nous, parce que vous savez, les relations bilatérales se font par les deux voies. Donc on a deux canaux de communication officiels, donc c'est soit par l'ambassade de Suisse à Kinshasa, soit à travers l'ambassade de la RDC en Suisse. Donc on a échangé directement des sujets d'intérêt commun et on se comprend très bien, et c'est toujours un plaisir de voir mon collègue. Nous avions vu qu'il y avait plusieurs matières, et il y avait une grande activité organisée par l'ambassadeur congolais vivant en Suisse. Il y avait même beaucoup de partenaires, beaucoup de chefs d'entreprise suisses et qui étaient là pour répondre présent à cet événement. C'était, disons quoi, c'est partant de collaboration bilatérale que ce soit été une opportunité offerte aux investisseurs suisses de venir en République démocratique du Congo. Alors, nous, on a de la chance d'avoir une chambre de commerce, déjà une chambre de commerce suisse-congolaise, qui a été créée il y a 8 ans, en 2016, et qui regorge beaucoup de chefs d'entreprise, des Suisses et des Congolais. Et ensemble, avec la chambre de commerce, on a organisé cette année, pour la 4e fois, le Congo Swiss Business Day. Donc une journée pour échanger avec des investisseurs des deux côtés sur les opportunités d'investissement dans les deux sens. Je dis dans les deux sens, donc ça veut dire aussi pour des investisseurs congolais d'investir en Suisse, mais vice-versa aussi. Les dernières 3 éditions, elles ont eu lieu ici à Kinshasa, dans le jardin de l'ambassade de Suisse. Et moi, j'avais exprimé mon souhait déjà dès mon arrivée il y a 2 ans. J'ai dit que ça serait bien aussi de l'organiser une fois en Suisse. Donc de ne pas le faire toujours ici, mais donc aussi de déplacer, d'avoir des autorités d'ici. Il y avait le ministère des Affaires étrangères, il y avait la présidence avec la cellule climat des affaires, il y avait l'ambassadeur de la RDC en Suisse, mais aussi le représentant permanent, l'ambassadeur congolais à Genève. Donc tout le monde était là, y inclut des chefs d'entreprise, pour présenter les opportunités que le Congo offre à des investisseurs, et notamment à des investisseurs suisses. Donc cette année, c'était à Berne, et donc organisé par nos homologues donc à Berne, par l'ambassade de la RDC en Suisse. Et on a fait même une journée, on a même élargi le Congo Swiss Business Day, et c'est devenu 2 jours.
de rencontres et d'échanges qui se sont très, très bien passés. Les participants étaient très ravis et on espère évidemment, grâce à des événements comme ça, de pouvoir attirer davantage des investisseurs au pays. Voilà, nous revenons sur ce qui nous a amené ici. Concernant la structure mixte, c'est que les deux gouvernements, le gouvernement suisse et le gouvernement congolais, se sont réunis pour discuter, pour enfin mettre une structure mixte, une structure technique mixte. Mais les matières qui seront traitées, nous ne connaissons pas encore. Voilà pourquoi nous sommes venus savoir un peu qu'est-ce qui est caché dans cette structure. Écoutez, il n'y a rien qui est caché dans cette structure. Hein. C'est normal quand il y a deux gouvernements qui se parlent, il n'y a pas toujours tout qui est à 100% public, mais il n'y a rien de secret là-dedans aussi. Cette structure mixte, elle découle en principe de notre partenariat bilatéral qu'on a avec la RDC pour la coopération bilatérale. Donc pour cette coopération, on a un accord cadre qui est entré en vigueur dans les deux pays et qui prévoit aussi qu'on a une structure mixte technique pour échanger annuellement des sujets de la coopération internationale. Donc en gros, ce qu'on fait pendant cette rencontre qui a eu lieu au mois de mars, c'est qu'il y a toutes les autorités du gouvernement central, mais aussi des provinces où on mène des projets, qui viennent ensemble avec un autre bureau de coopération et qui font le point de tous les dossiers et de tous les domaines d'intervention et qui répondent à des questions et qui présentent les objectifs et aussi les objectifs qu'on a atteints, mais aussi les domaines où on peut encore améliorer la collaboration bilatérale. Donc à la fin, c'est un instrument et une plateforme d'échange entre les deux pays pour ce qui est de la coopération bilatérale. Cette plateforme, il y a un document, il y a une feuille de route pour cette plateforme ou soit c'est seulement une plateforme et il y avait juste une réunion et c'est fini? Non, déjà. Il y a un document signé, il y a une feuille de route qui va définir le modus operandi de ce que vous allez vous attendre? Oui, bien sûr. Disons, on a ça dans l'accord. Et dans l'accord, donc, il y a la structure mixte qui est prévue, on a un déroulement, on a l'expérience parce qu'on fait chaque année, donc on s'est mis d'accord en quelque sorte. C'est pas la première phase? Non, c'est pas la première fois. C'est comme le renouvellement. Exactement, c'est annuellement. Donc chaque année, on a cette structure mixte. Et donc on fait ça chaque année, donc on a déjà de l'expérience dans cet exercice, j'ose dire. Donc on a des termes de référence, on a clairement un déroulement de comment on gère. Donc il y a deux chefs de délégation, c'était dans le temps le secrétaire général de la coopération internationale ici, et du côté suisse c'était moi qui présidais les délégations, et donc on a un échange formel. Au même temps, on prend, il y a un PV, un procès-verbal qui est établi des deux côtés, et on définit aussi ensemble des recommandations pour les points à améliorer et à faire différemment lors du prochain. Ces recommandations, tout comme le PV, sont signées des deux côtés. Donc on a tout noir sur blanc. Il y a une feuille de route. Ouais, une feuille de route, disons, c'est un procès-verbal. C'est un procès-verbal. La feuille de route est plutôt pour indiquer le chemin, mais on a donc noir sur blanc les décisions prises, et c'est aussi toujours ce document-là qui est le point de départ de la prochaine réunion. Donc chaque fois qu'on a la prochaine réunion, on passe d'abord en revue ce qu'on a décidé l'année prochaine, aussi pour voir quel point on a atteint et où il y a encore du travail à faire. Bon, c'est quoi l'importance maintenant de cette structure? Parce que vous êtes ambassadeur représentant un pays en République démocratique du Congo. Pourquoi mettre en place encore une structure? Parce que vous avez pleinement le droit, le pouvoir plutôt, d'agir. Et c'est vous qui représentez le pays en RDC. Mais c'est quoi l'importance encore de rassembler encore deux pays qui se trouvent encore dans un autre pays pour réfléchir encore, tandis que vous êtes là pour peut-être proposer des réformes, des avancées, ou ce que vous pouvez vous compter et mettre. Vous avez, normalement comme ambassadeur, vous avez un cahier des charges plutôt. Parce que lorsqu'on nomme un ambassadeur, il y a un cahier des charges. Il vient avec sa politique qu'il va appliquer au pays d'accueil. Mais arrivé au pays, vous créez encore une structure. Est-ce que ce n'est pas aller
en deux directions? Non, mais pas du tout. Vous voyez, on est en train de mener une interview. Mais est-ce qu'on doit être les deux ou est-ce que je pourrais simplement descendre dans la rue et parler à chacun? Je pourrais faire ça aussi. On n'aurait pas besoin de quelqu'un qui fait l'interview. Il y a chaque citoyen qui pourrait poser la question lui-même. Donc on n'a pas besoin de cette structure-là. Vous voyez, cette structure, c'est un cadre de dialogue. Donc il faut se réunir pour parler ensemble. Non? Et je pense que si on est des vrais partenaires, on parle ensemble aussi de nos projets. Moi, je ne viens pas avec ma politique que je fais ce que je veux. Moi, je suis invité dans ce pays, je suis accrédité dans ce pays. Je m'adapte aux coutumes aussi du pays. Je respecte les règles du pays. Et même si nous, on vient et on a des projets de coopération, etc., mais on le fait en partenariat. On est tout d'abord là pour accompagner les autorités congolaises dans leurs priorités, parce que c'est au gouvernement congolais de définir ses priorités de développement. Et ce n'est pas à la Suisse de débarquer et de dire, voilà, maintenant on va faire des routes, maintenant on fait un centre de santé à Kwango, maintenant on va faire une école au Bawele. Ce n'est pas à nous. Voilà, il y a un ministère du plan, il y a un gouvernement qui a une stratégie pour ce pays, et donc on travaille main dans la main, donc on échange ensemble, on écoute les priorités de la RDC, et nous, on dit que ce que nous, on peut offrir, parce qu'on a certaines compétences dans quelques domaines, mais pas dans tous les domaines. Et donc voilà, donc on échange ensemble, parce que c'est un vrai partenariat. Et pour un partenariat, il faut dialoguer, il faut communiquer ensemble, et pour le faire, il faut une plateforme, il faut se rencontrer. Ok, vous avez, du côté de la RDC, et qui prend part à ces assises-là. Vous, côté suisse, vous avez cité, il y a même le secrétaire général que vous avez cité récemment, et du côté de la RDC, parce que nous avons plus de 30 membres du gouvernement. 56. 56, ils sont nombreux. Et cette structure-là, vous êtes ambassadeur, vous devez traiter toutes les questions de la République démocratique du Congo, sur le plan culturel, économique, politique et autres. Il y a pas mal d'acteurs congolais qui œuvrent. Mais non, dans quel angle vous avez choisi les acteurs, ou soit, on dirait, en bref, qui sont les acteurs ou le parti prenante dans cette structure? Alors, ça c'est à chaque côté de décider lui-même qui vient dans cette structure. Ce n'est pas à moi de définir ou d'inviter ou d'exclure certaines personnes. Donc du côté suisse, voilà, j'ai eu l'honneur de présider donc, cette délégation. Dans ma délégation, il y avait le directeur de la coopération, il y avait le directeur adjoint de la coopération, il y a eu les chargés de programme des différents projets, donc les experts qui sont au quotidien avec les projets dans le domaine de la santé, de la formation professionnelle, de la gouvernance, qui étaient là aussi, qui connaissent tous les détails de nos projets qu'on mène ici. Donc, notre délégation, je pense au total, on était peut-être 7 ou 8 personnes dans notre délégation. Du côté congolais, il y avait une trentaine de personnes. Une trentaine. Même de membres du gouvernement. Alors, il y a eu le secrétaire général, il n'y a pas eu un ministre qui était présent lors de ces échanges. Ils étaient invités. C'est le secrétaire général qui a représenté. C'est le secrétaire général qui a présidé de la délégation congolaise. Il y a eu plusieurs ministres et ministères qui étaient invités. Et, le secrétaire général du gouvernement. Le secrétaire général à la coopération internationale, qui est aujourd'hui rattaché au ministère des Affaires étrangères. Okay. Donc c'était lui le président de la délégation congolaise, et il y a eu 7 ou 8 ministères qui étaient représentés. Donc c'était des directeurs de différentes filières, des différents ministères. Il y a eu le ministère du Plan, il y a eu le ministère des Finances, il y a eu le ministère de la formation professionnelle, le ministère de la Santé, le ministère de la Communication, ministère des Affaires étrangères. Donc eux, ils étaient certainement présents. Je devrais jeter un coup d'œil sur la liste des gens présents. Okay. Mais au total, on était donc une quarantaine de personnes, environ 30 du côté congolais et 7 ou 8 du côté suisse. Donc toutes ces parties prenantes avaient signé ce procès-verbal. Alors, c'est les deux présidents qui signent le procès-verbal. En 2023,
quelles sont les avancées que vous avez constatées et que vous souhaitez le réalisation dans ce procès verbal que vous avez signé début de l'année 2023? Alors, la structure mixte qu'on a eue en mars 2024, c'est celle qui couvrait la période de 2023, vu que l'autre était déjà fait par mon prédécesseur dans le temps. Donc on a toujours le petit décalage, donc on parle de ce qu'on a déjà fait. Okay. Et on présente aussi les futurs programmes. La majorité de nos programmes, parce qu'on est un partenaire de longue date ici, donc la majorité de nos programmes, ils sont aussi des programmes sur plusieurs années. On ne fait pas des projets qu'on commence, je sais pas, en mars et on termine en juin. Donc la majorité, notamment dans le domaine de la santé, par exemple, si on travaille avec 15 zones de santé dans le pays, c'est un travail qui prend beaucoup de temps. Donc c'est des programmes qui durent 10 à 15 ans. Donc en gros, dans ces échanges, on explique où on en est, qu'est-ce qu'on a pu faire, dans quelle zone, où on a fait quel avancement, etc. Donc ça va assez dans les détails. Mais donc il n'y a pas 2 ou 3 points qu'on dit, voilà, c'est ça la réussite, etc. On vient, mais ça c'est après, au mois de juillet, j'étais à Bukavu. J'étais là notamment pour clôturer un projet de l'appui au système de santé. Mais c'était un projet de 15 ans qu'on a clôturé. Et il y aura maintenant un programme de suivi qui va être inauguré bientôt. Et ça se fera avec les autorités locales directement sur place. Donc on se voit et on se parle aussi pendant l'année. Donc ce n'est pas seulement dans cette structure mixte, la seule journée où on se parle et on passe les choses en revue, mais on le fait, on travaille au quotidien avec les autorités dans les différents programmes. Donc la structure mixte, elle permet plutôt de réunir tout le monde autour de la même table et de mettre tout le monde à jour, aussi un peu dans les autres domaines qu'il ne suit pas forcément. Vous voyez, le ministère de la Communication, elle est concerné pour nos programmes où on appuie les radios locales, mais il n'est pas concerné par le programme de santé. Mais quand même, comme ça, il a la vue d'ensemble et donc il comprend mieux aussi quels sont les projets qui sont financés par la Suisse dans le pays. Dans ce procès verbal que vous aviez signé au mois de mars entre les deux pays, il n'y avait pas eu de matière bien précise que nous allons attaquer au premier. Les deux pays doivent collaborer d'abord sur ces secteurs. Si oui, c'est lequel? Alors, les secteurs sont restés les mêmes, si vous voulez, parce que c'est des programmes de longue durée, de manière générale. Aussi, notre stratégie pays, c'est une stratégie de 4 ans. Donc c'est un peu comme les priorités du gouvernement, du nouveau gouvernement en place depuis 3 mois. Il y a les 6 axes prioritaires, non? Et ces axes, ils vont rester en gros pendant le mandat du gouvernement. Et c'est la même chose aussi chez nous dans la coopération bilatérale. Donc aujourd'hui, on a 3 piliers pour ce qui est de la coopération bilatérale et l'aide au développement. C'est la gouvernance, c'est la santé et c'est le développement économique. Et là-dedans, on a plusieurs projets. Mais les 3 grands domaines, c'est ça. En dehors de ça, il ne faut pas oublier qu'on a aussi des programmes pour tout ce qui est paix et sécurité. Et on a aussi, et là on a même la majorité de nos fonds qui vont dedans, c'est pour tout ce qui est de l'aide humanitaire. Comme vous le savez, il y a plus de 7 millions de déplacés internes en RDC. Il y a donc beaucoup de personnes qui vivent dans des camps où ils n'ont pas forcément accès ni à la santé, ni à l'eau, ni aux vivres, etc. Et là, on travaille aussi avec le CICR, avec d'autres partenaires qu'on finance également. Donc aujourd'hui, la majorité de nos fonds vont dans l'aide humanitaire. Ok, merci beaucoup. Nous allons parler de cette structure, nous allons revenir encore parce qu'il y a encore des questions qui sont réservées pour cette structure. Mais il y a aussi une question que j'aimerais aller trouver parce que vous avez cité Bukavu. Vous avez cité que Bukavu. On voit l'ambassade des Suisses souvent présente. L'ambassade est très présente au Nord Kivu. Voilà pourquoi on se demande, beaucoup de gens se demandent pourquoi M. Jasper Sarotte est un Kivusien ou comment? Parce qu'on voit beaucoup de projets de l'ambassade de Suisse sont infligés pour le Nord Kivu. Notamment lorsqu'on vous a vu récemment, vous aviez financé 1 million, vous avez financé 1 150 000 $ pour soutenir
pour répondre à l'appel du gouvernement, l'appel d'urgence pour lutter contre le virus Mpox. Et la Suisse a débloqué 1 550 000 $. Et que ces fonds, ici à Kinshasa, il y a beaucoup de provinces, comme l'Équateur, le Grand Équateur, est attaqué par ce virus. Et on voit directement ces fonds est envoyé au Nord Kivu. Et l'ambassade a bien spécifié que ces fonds, c'est pour répondre, pour lutter contre ce virus au Nord Kivu. Deuxième chose, on a vu aussi, vous aviez financé l'Union nationale de la presse congolaise. L'Union nationale de la presse congolaise a organisé les états généraux de la presse là-bas et sous le financement de la Suisse. On se demande pourquoi seulement Nord Kivu et Kinshasa est grand. Et plutôt le Congo est grand. Alors, c'était pas le Nord Kivu, c'est dans tous les cas, c'est le Sud Kivu. C'est toujours le Sud Kivu. Oui. Pour l'union de presse, mais aussi pour la réponse à Mpox, oui. C'était le Sud Kivu aussi. Si vous regardez les statistiques où il y a le plus de cas, le Sud Kivu est le plus concerné par Mpox. Si j'ai parlé tout à l'heure de 7 millions de déplacés internes dans le pays, la majorité se trouve dans l'Est, parce que c'est dans l'Est où il y a la guerre, c'est dans l'Est où il y a des groupes armés, etc. Donc il y a aussi le plus de besoins. Après, pour Mpox, vous avez tout à fait raison, on en trouve des cas aujourd'hui, j'imagine, dans presque toutes les provinces. Oui. Mais vous voyez, même si on a pu débloquer plus d'1 million de dollars pour la réponse, ça ne suffira pas. Donc de toute manière, il faudra focaliser. Il y a d'autres pays qui ont fait des dons, il y a des vaccins qui ont été financés par l'Union européenne, les États-Unis, il y aura le Japon aussi, qui enverra quelque chose. Donc il y a plusieurs bailleurs de fonds qui s'engagent. Et donc une partie de ces vaccins, c'est arrivé par exemple à Kinshasa. Et donc pourquoi à Kinshasa et pas dans le Kasaï? Pourquoi pas à Katanga? On peut toujours se poser cette question. Oui. Ça, c'est le travail du ministère du Plan, de planifier quelle réponse va où. Nous, on ne pourra pas tout faire. C'est le ministre du Plan qui vous a présenté les plans, que maintenant, les financements là, doivent aller au... Non, mais c'est la tâche du gouvernement de le faire. Mais nous, on a un focus géographique pour nos actions. On doit avoir un focus géographique parce que nos fonds ne sont pas illimités. Et donc, vous ne pouvez pas... Sinon, vous faites un peu de saupoudrage. Si vous essayez, avec un petit montant, de respecter tout le monde, vous auriez aucun levier, vous n'arrivez pas à changer les choses. Non? Imaginez-vous, si vous avez que, je sais pas, 5 000 $ par territoire, vous n'allez pas faire grand-chose avec 5 000 $. Mais si vous mettez tout le demi-million que vous avez à disposition, je prends ça comme un chiffre fictif, et vous mettez tout ça dans un seul territoire, vous arrivez peut-être à changer quelque chose dans le domaine de la santé, dans le domaine du développement économique. Donc il faut un focus afin de pouvoir bien gérer et avoir vraiment un impact. Et donc la Suisse, historiquement, vu que le premier aide au pays est venu à travers l'aide humanitaire, suite aux guerres qu'il y en a eu fin des années 90 et la suite, donc c'est à cause de ça qu'on a commencé à l'Est où il y avait le plus de besoins, et les besoins sont restés immenses, et donc on a gardé ce focus sur une certaine province. Mais vous voyez, il y a par exemple d'autres pays qui sont présents dans l'Équateur. Il y en a des pays qui sont présents au Congo central. Avec la Suisse, on voit souvent que même la formation, les centres de formation, c'est toujours Nord Kivu. Oui, parce qu'on a un focus. Parce qu'on a un focus géographique. Pourquoi? Parce qu'il y a un focus géographique. Mais vous ne risquez pas de vous créer des problèmes avec d'autres provinces? Que non, là, en tout cas, ce n'est pas l'ambassade de la RDC, mais c'est l'ambassade de l'Est, apparemment. Non, mais alors écoutez, si on construit un stade à Kinshasa, pourquoi on ne le construit pas à Mbanza-Ngongo? Pourquoi on ne le construit pas à Mwanda? Pourquoi on ne le construit pas à Lodja? Pourquoi il n'y a pas un stade à Kolwezi? Ah, Lodja, c'est ma province. Non, mais n'importe, mais je dis, mais voilà, mais vous voyez, donc il n'y a pas toujours tout partout. Hein, on peut pas, il y a aussi le gouvernement qui met ses priorités. Hein, il faut mettre toujours un focus. Pourquoi vous achetez du riz et pas des pâtes?
Non, voilà, il faut mettre des priorités. Parce que vous avez 5 dollars à disposition, donc vous ne pouvez pas acheter les deux. Non, donc il faut prioriser. Voilà, il faut prioriser. Nous revenons sur la gestion de ces fonds, sur les décaissements de ces fonds. Comment c'est 1 150 000 dollars pour le Nord Kivu pour lutter contre le virus Mpox. Cet argent est arrivé et entre les mains de qui? Quelle structure qui gère cet argent présentement? Alors, présentement, c'est géré par l'UNICEF au Sud Kivu. Donc l'argent est... du côté pratique, il y a eu un virement qui a été fait d'un compte bancaire en Suisse sur le compte de l'UNICEF. L'UNICEF qui est comme le sous-traitant. Si vous voulez, en quelque sorte, oui, parce que voilà, on ne débarque pas, nous, avec, je sais pas, des experts en Mpox qui peuvent le mettre... C'est une organisation non gouvernementale et que vous êtes ambassadeur, vous traitez avec le gouvernement de l'RDC qui est censé coordonner les actions bilatérales. Et comment cet argent, pourquoi cet argent n'est pas parvenu entre le gouvernement et ça pas directement l'UNICEF? Parce que l'UNICEF a des structures, a un réseau où ils peuvent travailler directement dans les provinces et directement avec les bénéficiaires. Et l'UNICEF, en tant qu'agence onusienne, elle travaille étroitement avec les autorités ici aussi. Donc tout ça et se fait en coordination avec le ministère de la Santé qui a le lead dans ce dossier. Donc tout ça se fait en accompagnement. Aucun ministre congolais est dedans pour voir comment les Non, fonds mais ils sont là. Mais bien sûr, tout le monde est là. Le gouvernement central, le gouvernement provincial, tout le monde fait partie. Et disons, cette mise en œuvre de cette lutte contre Mpox se fait étroitement suivant les instructions des autorités. Donc c'est toujours les autorités qui donnent la marche à suivre. Et donc, ensuite, il y a les acteurs. Ma préoccupation, son excellence, et qui doit donner les mots d'ordre pour que peut-être un exemple concret, s'il y a peut-être 10 000, il y a 20 cas dans un centre de santé au Sud Kivu, et qu'il faut l'argent, il faut des moyens pour lutter contre cela. Qui doit décasser l'argent? Qui doit dire un dernier mot pour que l'argent soit décaissé de là où c'est logé? Qui doit dire le dernier mot pour que l'argent soit décaissé? Bon, le dernier mot, c'est... oui, s'il y en a des cas dans un centre de santé, le médecin en chef, il va certainement informer la direction provinciale de la santé. La direction provinciale de la santé remonte ça au gouvernement central, en même temps aussi au gouverneur, qui, avec les acteurs de la réponse sur place, donc par exemple l'UNICEF, ou peut-être même l'UNICEF a aussi des ONG locales qui sont déjà présentes dans les territoires, qui vont mettre en œuvre tout ça. Donc c'est conjointement qu'on décide, OK, donc on va donner un lot de vaccins à ce centre de santé pour lutter contre les cas qu'il y en a. Ce sont des vaccins. Donc cet argent servira seulement pour l'achat de vaccins? Non, pas forcément. Vous voyez, dans la réponse, donc il faut de nouveau, afin de pouvoir se protéger, il y a de nouveau des mesures sanitaires et hygiéniques qu'il faut respecter. Donc on a besoin du matériel de protection, on a besoin peut-être aussi de plus d'infirmières, on a peut-être besoin de plus de capacités pour garder les affectés, etc. Donc les coûts de Mpox, ça peut être très varié. Donc les besoins aussi. Donc cet argent, il est à disposition pour faire ce qui est nécessaire. Ça ne doit pas forcément être que l'achat des vaccins. Et maintenant, cet argent, comment c'est... Qu'est-ce que je dirais par rapport la motivation qui a poussé la Suisse à remettre cela? Parce que on dit que dans la société, les relations sont construites par intérêt. Si vous êtes ici, c'est parce que c'est par intérêt. Si nous sommes là-bas chez vous, c'est parce que il y a un intérêt. Cet argent est décaissé. Que la Suisse va gagner quoi en retour? Et est-ce que ce ne sera pas un jour ou 2 ans après votre départ, vous n'êtes plus accrédité en République démocratique du Congo, qu'on nous dise
que la RDC a la dette de la Suisse de 1 milliard, ça devient une dette nationale. Est-ce que ça ne s'inscrit pas dans ce cadre d'emmagasiner encore une dette nationale? Non, mais où il y a une dette, il y a un don. Si vous recevez un don, c'est quelque chose qui vous est offert. Okay. Non? Donc c'est un don d'1 million. C'est un financement, ce n'est pas un crédit. On n'est pas une banque. Donc il n'y a rien à rembourser. Et pourquoi on le fait? Mais notre intérêt, c'est aussi la solidarité avec le peuple congolais. On ne gagne rien en retour. Si vous faites de l'aide humanitaire, vous le faites pour des raisons d'humanité, solidarité, pour essayer de sauver des vies. Il y a rien que vous gagnez, donc ce n'est pas un calcul qu'on fait dans ça, c'est la solidarité pour aider à ceux qui en ont besoin. Nous, journalistes, souvent se posent souvent des questions parce que nous connaissons comment il arrive des fois des dettes nationales, comme ça, une dette nationale. Et l'RDC doit payer l'argent d'un pays quelconque. L'origine de cet argent, on ne sait même pas comment la dette est devenue comme ça. Voilà pourquoi nous, journalistes, on se pose souvent cette question quand on a l'occasion de vous rencontrer comme ça. Ouais. On a toujours l'occasion de vous demander, est-ce que ce n'est pas une dette maquillée? Non, c'est un don, comme je vous l'ai dit, donc ce n'est pas un crédit. Si vous allez au magasin et vous achetez une télé sur crédit, c'est vous qui vous endettez. Si le gouvernement achète des choses où il n'a pas les moyens, il est en train de s'endetter. Si le gouvernement prend des crédits, il est en train de s'endetter. Si la Suisse fait un don, ce n'est pas un crédit, c'est un don. Donc vous donnez quelque chose à quelqu'un sans rien demander en retour. Donc il n'y en a aucun risque, au contraire, c'est quelque chose qu'on vous offre. Ok. Merci. On ne nous attend pas à cela. Je vais poser la question qui m'a été posée quand je venais ici, quand je préparais cette émission. Et quelqu'un m'a dit, vous allez recevoir M. Jasper Sarrote. J'ai dit oui. Il dit, pose-lui la question, pourquoi la Suisse n'intervient pas militairement pour mettre fin à l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo? Bon, j'imagine que vous avez la réponse aussi, si vous avez fait votre travail de journaliste. Vous savez que la Suisse est un pays neutre. Un pays neutre ne va pas en guerre avec personne. La Suisse n'a aucun militaire à l'étranger. Vous avez aussi un représentant suisse au Rwanda? On a un bureau de coopération au Rwanda. Il n'y a pas un ambassadeur là-bas? Alors l'ambassadeur accrédité à Kigali, il est résident à Nairobi, au Kenya. Donc on n'a pas un ambassadeur à Kigali. Ah, donc vous n'êtes pas un pays ami? Non, vous voyez, on n'a pas... Et nous sommes, et l'RDC non, plutôt, c'est pas vrai. Un pays ami. Non, on ne peut pas le dire comme ça. La Suisse a des relations bilatérales avec tous les pays du monde. Et on a de la chance de ne pas avoir des ennemis. Et on n'a pas des ennemis parce que, entre autres, on est aussi un pays neutre. Donc ça veut dire qu'on n'interfère dans aucun autre pays militairement. La Suisse n'a jamais colonisé un autre pays. La Suisse a toujours respecté les frontières de ses voisins et vice-versa aussi. Le président de Suisse peut appeler son homologue pour lui dire c'est que l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, il y a beaucoup de morts. Vous avez même évoqué les chiffres ici, l'émission que j'avais fait avec vous précédemment. Pourquoi pas l'homologue, le président suisse n'appelle pas son homologue rwandais pour peut-être trouver un cadre qui pourrait mettre fin à cela? Écoutez, il l'a fait. Les différents présidents suisses l'ont fait à plusieurs reprises. Et on continue à le faire, etc., comme d'autres pays aussi. Mais voilà, mais on n'a pas encore abouti. Ce n'est pas seulement à nous. La toute première responsabilité revient aux autorités congolaises et aux autorités rwandaises. Le conflit est entre les deux parties. Il y a un processus du Luanda qui est en cours, donc les deux délégations se parlent. Il y a une feuille de route pour essayer de trouver une solution et de retrouver plusieurs feuilles de route, mais non respectées. Bon, écoutez, on y travaille, disons, les deux délégations travaillent sur ça. Non, donc ce que nous, on peut faire, c'est d'encourager et de soutenir le processus qui est en cours, mais il faut que les deux soient autour de la table pour trouver une fin à cette guerre.
Donc c'est tout d'abord ça. Nous, on peut encourager et encourage les deux côtés, dans ce cas particulier, on encourage les deux à se mettre ensemble et à trouver ensemble une solution. Et si nous, de nouveau, on est dans une perspective d'accompagnement, si nous, on peut accompagner, si nous, on peut voilà, soutenir d'une manière ou d'autre, la Suisse est à disposition pour le faire, mais ce n'est pas la Suisse qui prend une décision unilatérale et intervient dans un des deux pays. Voilà, on est un pays neutre, on est un pays ami des deux côtés, donc on les fait ensemble, d'une manière conjointe, en dialoguant et en essayant de contribuer à trouver cette paix qui est fort nécessaire dans ce pays. Voilà, merci. Nous revenons sur nous allons revenir sur ce qui nous est amené ici par rapport à cette structure mixte. Et un dernier mot par rapport à cette structure mixte. Depuis que vous avez signé cette structure, ce procès verbal, est-ce qu'il y a des avancées jusque-là entre les deux pays? Vous en êtes où jusque-là? Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc on a des projets qu'on a clôturés entre-temps, on a des nouveaux projets qu'on a lancés. Donc on est dans la durée, dans le domaine de l'appui au système de santé, notamment. Oui, donc là, il y a eu la clôture au mois de juillet et le lancement... Le décaissement de 1 500 000 $ s'inscrit dans ce cadre. Non, ça c'est additionnellement. Vous voyez, il y a toujours des crises de besoins qui remontent tout d'un coup qu'on ne peut pas planifier. On ne peut pas planifier notre réponse MPOX 2027 parce qu'on ne sait pas. Peut-être en 2027, on aura éradiqué la maladie. Peut-être elle est toujours là. Peut-être elle concerne même tout le continent, voire tous les continents de cette planète, etc. Donc on ne connaît pas exactement le développement. Donc il y a toujours aussi des fonds d'urgence qu'il faut débloquer pour des catastrophes qui arrivent et qu'on ne peut pas prévoir. La même chose, c'est par exemple si vous avez des inondations ou des glissements de terrain, etc., un tremblement de terre. C'est des choses que vous ne pouvez pas planifier à l'avance. Donc ça, c'est de l'argent supplémentaire. Mais le reste est en cours. On dialogue régulièrement. J'aurai au mois d'octobre le nouveau directeur et chef du bureau de la coopération qui sera ici chez moi à Kinshasa. On aura plusieurs rencontres avec les différents ministères concernés par les différents projets qu'on fait. Donc on dialogue, on continue, on fait le point, on met à jour et on voit aussi dans quelle direction y aller. Donc on fait ça d'une manière constante. Donc on a ces échanges régulièrement. Mais la structure mixte, en gros, c'est simplement comme un peu le moment fort. C'est une fois par année où on fait vraiment le point de tout. Mais sinon, dans les différents secteurs, on travaille même de manière quotidienne. Je vous assure qu'avec les autorités provinciales, voire parfois avec celles des différents territoires, on travaille parfois au quotidien pour vraiment faire le suivi de tous nos projets. Donc c'est toujours un accompagnement de ce qui se fait déjà par les autorités congolaises. Merci beaucoup. Je vous informe que aussi dans ma province, moi je suis originaire du Sankuru, il y a aussi des problèmes de santé très énormes. Il y a aussi des cas aussi sur les cas de monkeypox au Sankuru que je lancerai peut-être cri d'alarme parce que j'ai eu l'opportunité de vous rencontrer. Nord Kivu n'est pas forcément le Congo, c'est une partie du Congo. Le Sankuru aussi fait partie du Congo. On aimerait aussi voir la Suisse aussi intervenir au Sankuru parce qu'il y a des cas énormes de Mpox et d'autres problèmes de la société, même dans d'autres provinces, d'autres projets que vous allez mettre en place. Je lancerai ces cris d'alarme de beaucoup de Congolais de cela, parce que je suis là, j'ai publié dans mes plateformes que j'aurai l'ambassadeur de la Suisse sur mon plateau aujourd'hui. Vous êtes originaire de là, transmettez-lui ce message-là, que nous avons aussi besoin de lui dans ce coin de ce pays. Voilà, nous tendons presque vers la fin de cette émission. Une question de curiosité me vient à l'esprit. Avant que je puisse vous donner un mot de clôture, je me repose une question sur le drapeau. Le drapeau de la Suisse, il y a une croix. Il y a une croix à l'intérieur. Ce que je vois ici, il y a une croix à l'intérieur.
que symbolise la croix là de votre drapeau? Alors, il y a comme deux lectures du drapeau. Donc, vous savez, au début, quand on a commencé à avoir des drapeaux, c'était souvent les communautés qui faisaient un dessin ou qui choisissaient quelque chose, qui avait peut-être une couleur qui ressemblait, je ne sais pas, soit à la mer, à la forêt, etc. Donc, on a souvent ça dans des drapeaux. Le bleu représente l'eau, le vert, la forêt, etc. Donc, c'est des drapeaux qui ont été créés par les communautés dans le temps. Et en Suisse, il y en a un canton, donc une province, qui s'appelle Schwyz, donc presque comme Schweiz en allemand pour la Suisse, et qui avait déjà une petite croix dans son drapeau. Et c'est aussi un des cantons, une des provinces fondateurs de la Suisse. Et donc, c'est de là où ce drapeau est devenu plus tard le drapeau suisse, donc le drapeau national. Aujourd'hui, si vous essayez de chercher un peu voilà, de la symbolique dans ce drapeau, vous avez la croix qui a 4 bras et la Suisse a 4 langues officielles. Donc en gros, il y a aussi chaque bras de la croix qui représente une des communautés suisses qui font la Suisse d'aujourd'hui. Merci beaucoup, très cher téléspectateur, Monsieur Charotte. Aussi, bon, attendez, avant que je puisse clôturer l'émission, je vous donne un mot de la fin. Si vous avez quelque chose à parler, je vous autorise, même pas un mot de la fin lié à ce qu'on a parlé, si vous avez quelque chose à dire. Bon, écoutez, tout d'abord, j'aimerais répondre brièvement pour ce qui est du cri que vous avez lancé aussi pour votre province. Hein, je dis toujours, c'est bien d'être aussi l'avocat de sa province, mais dans l'intérêt national, il faut aussi faire ce cri pour tous les autres 25 provinces, et pas seulement pour la vôtre, parce que sinon vous retombez dans la logique de beaucoup de politiciens qui en gros s'y intéressent que à leur province, à leur territoire, à leur commune, et enfin même à leur tribu, à leur ethnie, à leur famille, etc. Et ça, il ne faut pas faire, il faut penser dans l'intérêt du pays. Tout à fait. Voilà, et comme je vous dis, nous on a un focus tout d'abord géographique, mais je dirais aussi le cri doit se faire au niveau national. C'est au gouvernement central aussi d'assurer que toutes les provinces ont accès à la réponse Mpox, notamment ici. À part cela, voilà, j'aimerais bien vous remercier tout d'abord pour l'intérêt, voilà, d'avoir fait la deuxième fois le déplacement, de pouvoir échanger ensemble. C'est toujours un plaisir et voilà, j'espère aussi que vos spectateurs vont évidemment apprécier ce qu'on a parlé. Et s'il y a encore des questions qui demeurent ouvertes, voilà, je suis à disposition aussi de tout le monde. Comme j'ai dit, même dans la rue, s'il y a quelqu'un qui me pose une question, en gros, je vais lui répondre. Je ne pourrais pas faire le tour de tout le pays et rencontrer tous les 105 millions d'habitants pour répondre à toutes les questions. Mais voilà, à ceux qui me posent une, soyez rassurés que je vais vous répondre. Donc, un grand merci de votre intérêt. Merci beaucoup. Le plateau est pour vous aussi, car vous avez quelque chose à parler, à informer le téléspectateur. Nous sommes là et nous serons toujours à la disposition d'informer les Congolais via votre message. Très chers téléspectateurs, merci. Vous avez compris que nous avions reçu encore pour la deuxième fois sur ce plateau l'ambassadeur de la Suisse en République démocratique du Congo. En même temps, il n'est pas forcément ambassadeur d'ici, mais il est aussi ambassadeur de la Suisse au Congo-Brazzaville et au Gabon. Donc, c'est quelqu'un qui maîtrise les questions diplomatiques, les questions bilatérales. Et nous avons eu l'intérêt de venir encore dans ces installations pour poser des questions sur le financement. Vous avez vu, comme moi, je ne sais pas si vous avez aussi suivi sur moi, avec moi plutôt, le décaissement, que la Suisse a intervenu urgemment, parce que je pourrais même dire que le tout premier pays à agir urgemment avec un fonds important, 1,150 million pour le Nord Kivu, pour lutter contre le virus Mpox. Et cet argent se trouve ici en République démocratique du Congo, mais on ne savait pas là où, qui gère cet argent. Voilà pourquoi ce sujet aussi nous a intéressé de venir ici pour essayer un peu, mais l'éclaircissement est là. Donc, c'est l'UNICEF que la Suisse a confié cette somme d'argent pour mettre en place, pour les chaînes de dépenses qui seront faites
avec cet argent et c'est l'UNICEF qui y engage cet argent en collaboration avec le gouvernement, les membres du gouvernement de la République démocratique du Congo, mais aussi les membres de la Suisse. Mesdames et messieurs, nous allons encore revenir sur ce plateau. Si la question est toujours pertinente pour vous informer, nous allons encore le recevoir sur ce plateau. Il vous a même promis qu'il sera toujours là pour vous venir échanger avec vous, car l'actualité l'oblige. Il sera toujours là, donc par ces mots que nous disons au revoir. Mais quand la République démocratique du Congo se fait agresser depuis des années par le mouvement M23, rien, quelques belles paroles pour tromper.